Merci, bonjour, merci d'être venu. Je comprends qu'il y a une grande compétition avec l'économie et la croissance. C'est fabuleux, je voudrais être là à écouter, mais je ne peux pas. Mais là, on peut le télécharger, je crois. Alors, pour vous rappeler, nous avons une série de séminaires chaque vendredi, presque chaque vendredi. Et le premier intervenant dans cette série est Eric Dietz de UCLA. Et Eric est arrivé hier soir, et peut-être il peut dire en anglais, en une minute, ce qu'il nous racontera le vendredi en 2 jours. Et c'est ici, c'est dans la même salle. La semaine dernière, je vous rappelle que nous avons un pacte. Vous m'aidez avec le français et je vous essaie de transmettre quelques connexions entre les connaissances. Parce que le pacte a été violé la semaine dernière parce que je comprends, mes amis m'ont dit que j'ai continué à dire réseau neutral, mais c'est réseau neutre. Et j'ai dit particelle, mais c'est particule. Alors, c'est très important que je ne m'habitue pas au français mauvais. Bien, la dernière fois, nous avons appris quelque chose sur la connexion entre les séquences et les structures dans les cas de l'ARN. Et je crois que ça, c'est important pour la biologie de l'information parce que c'est un cas où on peut étudier la connexion, on peut étudier les propriétés statistiques d'une représentation de l'information, la représentation ou la codification d'une structure dans une séquence. Et nous avons appris qu'il y a des très intéressantes propriétés statistiques de cette mappage de séquences en structure. Je vous rappelle cette propriété. Une est la propriété de ce qu'on dit une structure typique. C'est un concept de la théorie de l'information. C'est le fait qu'il y a la fraction de structures qui sont réalisées avec grande fréquence dans l'espace des séquences est presque zéro. C'est infini dans un nombre absolu, mais c'est la magnitude relative à toutes les structures possibles. C'est presque zéro. Alors, c'est-à-dire beaucoup de séquences sont mappées dans un ensemble très étroit, très petit, avec des citations. Ce n'est pas une mathématique exacte, ce que j'ai dit maintenant, mais dans un ensemble très petit de structures. Ça, c'est le concept de structure typique. Le concept de couverture de l'espace de structure, c'est-à-dire que si vous êtes une séquence au hasard, aléatoire, et vous trouverez une réalisation, c'est-à-dire une séquence qui réalise, au moins une séquence qui réalise une structure typique. Vous trouverez au moins une séquence pour chaque structure typique dans un radius rayon, merci, très bien. Dans un rayon très petit en comparaison avec le diamètre d'espace. C'est-à-dire si vous avez des séquences, par exemple, de longueur 100, le rayon est de peut-être 10 ou 12 mutations. C'est-à-dire dans une balle, dans un voisinage de 12 mutations, vous trouvez au moins une réalisation de chaque structure typique. Ce sont toujours des propriétés statistiques, évidemment. Bien, nous avons, très important, le concept des réseaux neutres.
Et le concept de réseau neutre nous a donné des concepts très intéressants. En particulier, nous a donné la possibilité de définir une continuité, de définir la structure de l'espace des phénotypes, dans ce cas l'espace des structures, parce que vous pouvez toujours définir une distance entre les structures, mais la distance n'a pas un significat physique, parce qu'on ne peut pas modifier les structures directement, on peut seulement modifier, on ne peut pas les modifier en permanence directement, on peut seulement les modifier en permanence modifiant la séquence. Et alors, ça nous donne une autre conception. Il faut une autre conception de voisinage dans l'espace. Il faut une autre définition de voisinage pour structurer l'ensemble des structures. Et cette conception de voisinage, nous avons établi cette conception à travers la notion d'accessibilité. C'est-à-dire une structure est voisin est proche d'une autre si la fraction de la frontière d'un réseau neutre qui s'intersecte avec un réseau neutre d'une autre structure, si cette fraction est grande. Il y a deux conséquences conceptuelles de ce concept de réseau neutre. Un concept, celui de l'évolvabilité. C'est très simple et peut-être un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que c'est la robustesse qui vous permet de changer. Parce que la robustesse permet que vous pouvez voyager dans l'espace des séquences par des grandes distances sans changer votre structure. Mais en changeant la séquence, vous changez le potentiel de changement de la structure. Parce qu'une particulière mutation vous change la structure dramatiquement, mais seulement parce que cette mutation se passe dans un contexte que vous avez établi graduellement par le voyage dans l'espace de séquence, le voyage neutre. C'est l'évolvabilité. L'autre est qu'on pouvait, parce qu'on a maintenant un concept de la topologie de cet espace, à travers ce concept de voisinage, d'accessibilité, on peut définir un peu plus rigoureusement la notion de la continuité et la discontinuité dans l'évolution. Bien. J'ai fini la leçon dernière avec une autre idée que je veux peut-être développer un peu plus avant de passer à le prochain chapitre. Et c'était cette idée de la plasticité. Alors, dans le cas de l'ARN, on peut calculer les structures qui sont dans une bande d'énergie que c'est une donnée, une bande d'énergie, par exemple, de fluctuations thermales. Et ce que ça permet à une séquence d'accéder à des autres structures qui ne sont pas énergétiquement optimales. Mais ils sont accessibles, ils ont une énergie plus haute, ils sont des structures excitées, si on veut dire, comme ça. Et l'idée est que si vous êtes une séquence ici, qui a une structure native, la structure plus probable, que c'est la structure d'énergie minimale, si vous pouvez accéder thermodynamiquement à une autre structure, par exemple la bleue, qui est plus excitée, il est très probable que dans votre voisinage dans l'espace de séquence, c'est-à-dire à une ou deux mutations de distance de cette séquence, vous trouverez une autre séquence qui a cette structure excitée comme la structure native, comme la structure de l'énergie minimale. Alors, dans un contexte évolutif, c'est un peu comme la plasticité, c'est-à-dire la plasticité ici, j'essaie de la définir un peu
c'est pas mathématique sérieuse ici, mais c'est seulement pour fixer un peu les idées. La plasticité, ça veut dire le changement du phénotype, dans ce cas de la structure, en fonction du changement de l'environ, des environs. Mais vous tenez le génotype, c'est-à-dire la séquence constante. Dans ce cas, l'environ, c'est la température, ce sont les fluctuations de la température. On pourrait aussi déterminer la structure d'énergie minimale à chaque température différente. Alors ça, c'était vraiment la plasticité. C'est la norme de réaction, comme on dit en biologie. Quand vous changez l'environ, dans ce cas, c'est la température, et vous calculez la structure à chaque température. Nous ne faisons pas ça ici. Nous simplement regardons nous considérons seulement l'ensemble des structures alternatives à énergie plus haute, mais c'est presque la même chose. Eh bien, alors la plasticité, c'est le changement de le phénotype avec l'environ, en fonction de l'environ, à génotype ou à séquence constante. Mais la variabilité, c'est le changement du phénotype en fonction du changement de génotype, de la séquence, et vous tenez l'environ constante. Alors, ce sont deux concepts complètement différents. Et si la plasticité est une réflexion de la variabilité, alors c'est-à-dire, par exemple, une séquence qui est extrêmement, qui plie très très bien dans la structure rouge, qui pratiquement n'aurait pas des structures alternatives dans le voisinage énergétique de la rouge, une séquence comme ça serait très très neutre. Vous pourrez y placer beaucoup de mutations sans changer la structure. C'est-à-dire la variabilité, c'est-à-dire les structures accessibles dans le voisinage des moutants. Les structures natives des moutants sont aussi très limitées. Ils sont pour la plupart exactement la même structure. Enfin, ça porte, et nous n'avons pas discuté ça la dernière fois, alors je veux un peu dire quelque chose en regard. Ça porte à un effet qui a été décrit très bien par Waddington dans les années 50, un effet qu'on appelle la canalisation. C'est-à-dire, si vous imaginez, prenons une séquence, ça c'est une particulière séquence aléatoire qui plie dans cette structure ici. Ce que vous voyez ici sont les positions neutres de cette séquence, c'est-à-dire les positions où je peux placer au moins une mutation, au moins un des trois possibles nucléotides alternatifs, sans changer la structure. Si je prends une séquence comme ça, elle représente un point dans le réseau neutre de cette structure. Et maintenant, j'évolue cette séquence avec la contrainte de rester sur le réseau neutre. C'est-à-dire, on assigne une valeur zéro, presque zéro, à toutes les séquences qui ne plient pas dans cette structure. Alors maintenant, vous forcez le système à une évolution neutre sur ce réseau. Et vous savez peut-être que les physiciens, certainement, les physiciens de statistiques connaissent très bien que si vous avez un random walker, un marcheur aléatoire, si vous avez un marcheur aléatoire sur un réseau où vous faites un pas par hasard, vous choisissez un des voisins neutres avec la probabilité qui est inverse au degré du node. Alors, la probabilité stationnaire d'être sur un particulier node, de vous trouver sur un particulier node, c'est un particulier nœud de réseau, est proportionnel au degré de nœud.
c'est-à-dire le degré le nombre de voisins qu'il a sur ce réseau. C'est-à-dire que si vous diffondez sur un réseau neutre, avec grande probabilité, vous trouverez dans une partie de ce réseau qui est plus neutre que le moyen. C'est une évolution de la robustesse complètement statistique. Oui. Mais si on évolue, s'il y a un prix pour être plus neutre possible, alors vous arrivez à une séquence de ce type-là qui a un spectrum de structures comme celui-là, où vous voyez ici, nous avons dans la structure avec laquelle la séquence avec laquelle nous sommes partis, elle avait, oui, cette structure ici, mais il avait 1200 structures alternatives dans une bande de 5 kT, c'est à peu près, dans une bande à peu près de 4 kilocalories par mol. Mais ici, vous avez une séquence qui réalise la même structure, mais a seulement 6 structures dans cette bande. Et toutes les structures sont très similaires à la structure de base, à la structure native, et la neutralité est énorme. Et quand une séquence ou une population arrive à ce point-là, elle est pratiquement trappée. C'est ce que nous appelons un entrappement, un piège, non, quand vous êtes confiné, un confinement neutral, parce que parce que les mutations ne produisent de nouvelles structures, et alors vous êtes confiné dans ce voisinage. Mais quand vous êtes confiné dans ce voisinage, votre structures sont modulaires. Et alors, la modularité, nous avons, ça ce sont les mêmes structures, c'est la même structure, 3 fois, mais sur des séquences différentes. Une séquence est une séquence aléatoire qui forme cette structure. Une autre est une séquence de type qui a été produite avec ce type de marcheur aléatoire et qui est arrivé à une partie du réseau qui est très connectée. Et ça, c'est une structure, c'est la structure sur une séquence qui a été canalisée parce que nous avons évolué avec une fonction d'optimisation où nous avons dit nous voulons avoir une séquence qui plie dans cette structure le plus stable possible. Alors, les 3 structures sont modulaires d'un point de vue syntaxique, évidemment, parce que vous savez que les structures peuvent être représentées comme des arbres ou comme des séquences des chaînes de parenthèses. Alors, syntaxiquement, c'est trivialement modulaire. Mais la modularité a une autre... la modularité, ce n'est pas une question syntaxique, c'est une question sémantique, c'est-à-dire c'est une question d'autonomie, de stabilité. Alors, ici, vous voyez une séquence qui plie à la température ambiante dans notre structure. Et si je monte la température, alors vous voyez que si je monte la température un peu, la structure se replie
dans une structure complètement différente. Je monte la température quelques degrés et nous avons un autre repliage, etc., jusqu'au moment où je monte la température suffisamment qu'il n'y a plus de structure. C'est une structure ouverte. Mais en comparaison, la structure qui a été canalisée, la séquence, la structure qui a été canalisée, a seulement 2 transitions, 2 points de melting, fondu, de fusion. Fondu, c'est quelque chose à manger, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à une certaine température, c'est un élément, l'élément rouge de cette structure, se fond, et à une autre température, l'autre élément se fond. Et vous voyez ça très clairement aussi dans la chaleur spécifique. Alors ça, c'est la modularité, que la fusion d'un élément de structure n'affecte pas l'autre élément. Le rouge s'en va, le rouge s'ouvre, mais le vert reste. Cette indépendance du contexte, c'est la modularité. Mais vous ne voyez pas ça ici. Peut-être une autre façon de regarder ça est de calculer le paysage énergétique, le paysage des barrières sur lequel énergétiques et des configurations qui déterminent le pliage cinétique d'une séquence dans une structure. Et vous voyez que la séquence qui avait cette structure par hasard a un paysage qui est très, très rugged, très escarpé, oui. Et alors, c'est très difficile. Le pliage prend beaucoup de temps parce qu'il faut trouver la structure de la configuration avec l'énergie minimale. Mais la structure, la séquence qui a été canalisée a un paysage énergétique complètement différent. En fait, c'est un canal. Il y a directement une guide énergétique vers la structure minimale. C'est complètement différent. Et ça, ce que j'avais dit avant, on peut faire une petite opération et séparer les deux éléments structurels de cette structure et placer des éléments, des séquences aléatoires à la droite et à la gauche. Et vous voyez que pour la majorité des cas, cette structure, cet élément maintient leur forme. Alors ça, c'est la modularité. C'est une conséquence de ce réseau neutral et de l'évolution neutrale. Pour les informaticiens ici, ce n'est pas un problème les réseaux neutres. Je crois que c'est un phénomène beaucoup plus général. Enfin, on a utilisé un peu ce concept pour explorer les réseaux neutres dans les lambda calcul, instead of. À la place de. Merci. À la place de considérer une séquence et son pliage dans une structure, nous considérons maintenant une expression dans les calculs lambda. Et la structure, c'est le comportement de cet objet dans le contexte de l'application de nombres, à une particulière représentation des nombres, dans ce cas, le nombre de Church. Et il y a des centaines, des milliers de différentes expressions de la fonction des prédécesseurs. La fonction des prédécesseurs est une fonction que vous donne 0 si c'est appuyé à 0 et vous donne n moins 1 si c'est appuyé à n. Et dans ce cas, on a évolué une fonction de prédécesseur qui était très le mécanisme duquel on pouvait actuellement comprendre.
et qui n'est pas très longue aussi. Ça, c'est seulement pour vous dire que cette idée de l'évolution neutre et des réseaux neutres, parce que l'idée de l'évolution neutre est une idée assez générale. C'est pas nous que l'avons inventé, c'est Kimura, etc. C'est bien connu de la population, dans la génétique des populations. Mais l'idée ici, c'est pas seulement la neutralité. L'idée ici, c'est la neutralité connectée. C'est ça l'important. Il ne sert à rien d'avoir la neutralité qui est où vous avez des points neutres qui ne sont pas connectés dans l'espace des séquences. La chose importante ici est la connexion. C'est que vous pouvez aller d'une séquence à une autre qui a la même structure avec une ou deux mutations au moins. Bien, on peut maintenant progréder un peu au chapitre d'aujourd'hui. Nous allons compléter un peu cette cercle. Nous allons fermer le cercle. Nous avons considéré cette partie ici. On va le fermer et j'espère que je transmets ici qu'il y a une question. Avant de commencer, j'avais mentionné la dernière fois que je crois qu'il y a une connexion ici avec la théorie de l'information de Shannon qui serait utile à étudier un peu. Alors, si quelqu'un a un intérêt, venez à me voir. L'idée ici est que la structure d'un réseau neutre est comme un peu un code de la correction des erreurs. Parce que, imaginez alors la suivante, l'expériment, un canal de transmission d'informations à la Shannon, où vous avez un canal, vous avez une structure dans la partie du émetteur, et vous pouvez chercher une séquence, par exemple, qui a cette structure. Ça, c'est l'encoding, le pas de codage, d'encodage. Et maintenant, vous transmettez le message que vous voulez transmettre, c'est la structure. Mais vous transmettez la séquence. C'est le code de la structure, si vous voulez. Vous transmettez la séquence, et il y a du bruit dans les canaux. C'est-à-dire, il y a quelques probabilités de faire des changements à chaque position de la séquence. Et après, vous recevez, à la sortie, vous recevez une séquence et vous la pliez. Et la question est si la structure que vous avez recevée, quelle est la relation de l'information mutuelle, c'est-à-dire c'est une propriété de canon, quelle est l'information qui est contenue dans cette structure que vous avez recevée en regard à la structure qui a été transmise, exactement. Parce que, oui, c'est effectivement ce que vous devez mesurer ici, c'est l'information mutuelle entre la structure qui a été émise de la partie du émetteur et la structure qui a été reçue. Et la error correction, la correction des erreurs, ici, c'est le codage de la structure dans la séquence. C'est le pliage en vert, c'est le encoding, et le pliage, c'est le decoding. Et ce sont les propriétés statistiques de cette pliage qui vous donnent une correction des erreurs. Ce n'est pas un code qui a été dessiné, c'est un code qui est intrinsèque à la physique. Mais ce serait un peu intéressant de comprendre un peu mieux, de formaliser un peu mieux ce concept de error correction et robustness, et la robustesse en général. Eh bien, alors aujourd'hui, on ferme le cercle parce qu'il y a un autre problème de transmission. Ici, il y avait le problème de transmission du phénotype. Mais maintenant, il y a aussi le problème de transmission dans le contexte d'une population. Et quand effectivement, c'est le canon qui a du bruit.
Et nous considérons un système idéal, il peut être réalisé expérimentalement, certainement, un réacteur où vous avez des séquences qui peuvent avoir une abondance de différentes concentrations. Et dans une réalisation de cette expérience, vous avez un flot qui est constant, avec lequel vous injectez des matériaux avec lesquels les séquences se peuvent construire. Alors, il y a un processus de réplication où la séquence I utilise les matériaux pour faire une copie de soi-même. Il n'y a pas des erreurs au moment. C'est seulement comme un setup. En même temps, le flow fait sortir, élimine des séquences en proportion de leur abondance dans le système. Et la même chose avec les matériaux. Et ça, les équations sont un peu plus compliquées dans ce cas, ici, de constant flow. Et c'est peut-être plus simple de considérer tout ça dans le contexte de ce que s'appelle constant organization, c'est-à-dire maintenant nous ne tenons pas le flow constant, mais nous tenons la concentration totale des séquences constantes. C'est-à-dire le flow maintenant doit être ajusté et il devient une fonction du temps. C'est plus difficile à réaliser, mais dans la mathématique est plus simple. Alors l'idée ici est qu'on tient les matériaux à une abondance telle que leur concentration est pratiquement constante. Et nous avons alors la duplication d'une séquence, et les matériaux qui sont nécessaires pour ça sont inclus dans la rate de duplication. Et nous avons une dilution de chaque séquence, de chaque type, avec le flow qui est une fonction de temps, qui va ajuster de façon que la somme totale des concentrations des séquences est constante. Alors j'appelle... Nous allons voir un peu de symbolique maintenant, mais ce n'est pas une mathématique difficile du tout. C'est plus calculation que mathématique. En tout cas, on appellera la concentration des séquences, on appellera ça C. C'est plus facile. Alors, la note dans cette situation est représentée par une équation, une série des équations différentielles, où le changement de la concentration de la séquence de type I est proportionnel à la concentration qu'elle a au moment. C'est l'autocatalyse, si vous vous souvenez de l'inaugural, l'autocatalyse était très importante, c'est-à-dire qu'une séquence catalyse participe dans la construction d'une autre copie d'elle-même, c'est-à-dire qu'alors la fonction de croissance est proportionnelle à la concentration de cette séquence au moment t. Et après, on a la dilution qui est proportionnelle à l'abondance. Eh bien, on peut transformer tout ça, parce que la concentration totale est constante, on peut transformer tout ça dans une équation avec des variables relatives, des fréquences, où ce sont des nombres entre 0 et 1. Et ça, c'est très facile. Si vous sommez sur toutes les séquences, vous immédiatement réalisez que le flow est exactement... alors, vous transformez cette équation dans des coordonnées relatives, et vous arrivez à cette équation ici, qui est à la même structure, parce que la dérivée de la somme totale de concentration est 0. Ici. Et vous trouverez que le flow qui doit être ajusté est exactement le moyen des
des rates de réplication de chaque type de séquence. Alors, pour avoir les idées claires, nous avons des séquences qui, chaque séquence se réplique avec une propre rate. C'est un taux. C'est un taux. Un taux, oh merci, un taux, c'est très... OK. Le goulot d'étranglement et le taux. Bien. Alors, avec un taux propre de la séquence, qui peut être dans un modèle plus sophistiqué, pourrait être une propriété de la structure, par exemple. Et alors, il y a chaque séquence maintenant a une certaine fréquence dans le réacteur. Et le taux moyen, c'est le taux de chaque séquence pondéré, on dit ça? Oui, pondéré par son abondance. Alors ça nous porte à cette équation ici. Et ça, c'est l'équation classique de la sélection. Dans le cas absolument plus simple, parce que vous voyez ce qui se passe, et c'est que la fréquence, l'abondance relative de type I est proportionnelle à son propre taux de réplication, mais est proportionnelle à la différence entre le propre taux, F, et le taux moyen de la population. Alors, ça veut dire, si vous êtes le flot, cet taux moyen est une barre, on peut dire ça, c'est une barre, un seuil. Et si vous êtes au-dessous de cette seuil, vous avez un taux net négatif et vous serez éliminé. Si vous êtes au-dessus du seuil, vous avez un taux positif et vous serez amplifié. Mais en même temps, le seuil, le moyen, se grandit, se monte. Alors, c'est un seuil qui va monter constamment jusqu'à la fin, seulement un type de séquence, non pas seulement une séquence, mais un type de séquence, survit, et que c'est le fittest, si on veut. Ça, c'est le classique, la sélection darwinienne, c'est ça que je dis ici. En fait, si vous regardez l'équation, le changement dans le temps de cette flot, de cette moyen, c'est exactement la variance de F qui nous avons, qui est dans la variance des taux à chaque moment. Et c'est exactement parallèle à les équations de Fisher, de la génétique des populations. Eh bien, ça c'est seulement pour illustrer un peu ce qui se passe. C'est très simple. Vous avez ici, trois séquences. C'est très simple avec ces taux ici, et vous voyez que la séquence qui est la plus abondante au départ, c'est cette ici. Ça, ce sont les taux, et la séquence avec le taux le plus bas a une fréquence initiale la plus haute, mais elle est vitement déplacée substituée par la prochaine séquence qui a un taux plus haut. Et enfin, c'est la séquence de type 3 qui survit. Et ça, ce sont les trajectoires dans le simplex, dans l'espace d'état, qui est simplement l'espace dans lequel, dans ce cas, un espace deux-dimensionnel, parce que nous avons les fréquences qui sont à 1. Il n'y a pas beaucoup plus de dire ici. Maintenant, on va au cas un peu plus intéressant. C'est le cas quand la réplication n'est pas correcte, n'est pas à une précision limitée. Alors,
avec une certaine probabilité ou avec un certain taux, la séquence I fait une autre copie d'elle-même, mais avec une autre probabilité, ou une série de probabilités, il y a des canaux alternatifs de cette réaction, la réplication fait une erreur. Et cette matrice que a des éléments J, I, que signifie la probabilité qu'une séquence de type I produit une séquence de type J. Eh bien, alors les équations, ça ce sont les équations, si vous vous souvenez, sans erreur, et ça ce sont les équations avec erreur. Rien ne se change avec le flow. Le flow est toujours le moyen. C'est parce que cette matrice est bistochastique, c'est-à-dire la somme des lignes, la somme des colonnes, c'est 1. Et maintenant, alors, le taux de changement de la séquence de type I est dû à la réplication correcte d'elle-même, plus la réplication, les erreurs qui viennent des autres séquences qui produisent I. Et ça, on peut calculer les solutions de ce système exactement, parce que c'est la non-linéarité qui est... Ça, c'est le terme non-linéaire, parce que le phi contient notre variable. Alors, phi multiplié par x, c'est un terme non-linéaire, mais c'est une non-linéarité qui est très, très, très faible. Et on peut la transformer, on peut l'éliminer avec un facteur d'intégration. Et si on fait cette petite transformation, c'est très simple, on arrive à éliminer dans les nouvelles coordonnées cette non-linéarité et on reste avec un système linéaire couplé. On dit couplé? Oui, coupled. Bien. Et ça, c'est algèbre linéaire traditionnelle. On peut diagonaliser cette matrice, la matrice Q, multipliée par F, par une matrice diagonale qui a les taux de réplication. Cette produit, on l'appelle W. Et alors, on a une équation linéaire classique qu'on peut diagonaliser. Et les propriétés de la matrice des erreurs Q sont telles que le théorème de Perron-Frobenius applique. Et ça veut dire que les valeurs propres de la matrice W, le valeur propre le plus grand, le valeur propre maximale est positif et réel, et le vecteur propre qui correspond à cette valeur maximale est garanti à avoir des composants positifs. Et cette mode qui correspond, cette vecteur propre qui correspond à la valeur propre maximale, c'est exactement la solution qui du longtemps. C'est la solution stationnaire du système. Il nous donne la distribution de concentration des séquences dans les limites du temps infini. Alors ça, je crois que ça, c'est trivial. Peut-être à mettre ça en contexte avec le système sans les mutations. Tout ce qui se passe, c'est que le système sans les mutations, c'est ce triangle noir où les coins sont les vecteurs de base de cette simplex où vous avez seulement une des séquences, dans le cas de ces 3 séquences. Ça, c'est seulement une séquence numéro 1, numéro 3, numéro 2. Quand vous avez des mutations,
vous êtes toujours dans un simplex, mais le simplex maintenant est représenté dans le système de coordonnées des vecteurs propres de la matrice, et c'est roté, c'est tourné, c'est tourné et stretched, c'est déformé, c'est déformé par la matrice W. Et alors, c'est cette simplex rouge où le seul coin qui est physiquement réalisable, qui a des valeurs réelles et positives, il y a seulement un coin, c'est le coin ici, qui est le vecteur propre de Perron-Frobenius. Tous les autres sont au dehors d'espace. Alors, ça partitionne. Alors, c'est-à-dire que si vous vous souvenez, dans les cas sans mutation, on va finir dans les coins étroits, dans l'exemple avant. Maintenant, avec les mutations, on va finir dans ce point à l'intérieur du simplex, où vous avez une distribution des séquences. Dans ces cas, une distribution entre les séquences 1, 2, 3, de type 1, 2, 3. Et dans la région blanche, vous avez une optimisation, c'est-à-dire si vous suivez la valeur du flow, du moyen taux, fitness, comme on dirait, elle monte constamment. Ici, vous avez une région où la fitness globale peut décliner, parce qu'évidemment, si vous partez avec la séquence qui a le taux plus haut, cette séquence va produire des mutations qui ont un taux, qui pourraient avoir un taux inférieur. Alors, le taux moyen se décline. Et ici, on ne peut dire rien, ça peut monter ou décliner. Alors, ce point à l'intérieur, c'est que Manfred Eigen, auquel cette théorie, cette représentation est due, de quelle elle vient. Ce point à l'intérieur s'appelle la quasi-espèce. La quasi-espèce parce que ce n'est pas une espèce dans le sens que ce n'est pas une seule séquence, mais c'est une distribution de séquences. C'est la séquence avec typiquement, c'est la séquence avec le taux le plus haut et le nuage de ces mutants les plus fréquents. Mais c'est très important à comprendre ici que le sujet de la sélection, ce n'est pas une séquence, mais c'est la quasi-espèce. C'est le vecteur propre. Et ça veut dire que c'est très facile, on verra ça dans un moment, de construire des paysages de fitness, des paysages des taux, dans lesquels la quasi-espèce qui est sélectionnée ne contient pas la séquence avec le taux plus haut. Vous verrez dans un moment. Eh bien, alors, il y a un phénomène intéressant qui est peut-être très intuitif d'autre côté, mais un phénomène que auquel Manfred a fait référence, qui c'est le phénomène d'un seuil des erreurs. Alors, qu'est-ce que c'est cette seuil des erreurs? Un moyen pour comprendre cette seuil est de considérer notre système d'équations et focaliser, on dit ça? Focaliser sur la séquence M, la master séquence, qui a le taux plus haut de réplication. Et, bien, pour être clair, pour simplifier l'idée, on construit un paysage des taux qui est single peak, qui a un seul pic, c'est-à-dire
Si ça, ce sont les séquences, alors il y a un maxime, et ça c'est FM, et les autres sont ici, et ils ont une taux F qui est moins de FM. Alors c'est une single peak, c'est très simple, mais ça peut clarifier les idées. Alors on considère cette équation pour la séquence qui est associée avec ce taux maximal. Et on néglige tout le flot qui vient des mutants vers des mutants vers la séquence M. Okay, alors vous avez cette séquence produit des mutants, et les mutants à leur fois se répliquent et produisent des mutants, et il y a toujours un flot de ces mutants vers la séquence M, vers notre séquence principale. Et on néglige ça. Et si on fait ça, alors on peut résoudre. Alors l'équation dynamique pour cette séquence M se découple du reste. Et on peut simplement calculer. On arrive immédiatement à une expression, à une condition pour laquelle qui doit être satisfiée pour maintenir une concentration non zéro de cette séquence M. En général, même si une concentration non zéro de toute la quasi-espèce. Et cette condition est celle-ci, que ça c'est la précision avec laquelle la séquence M fait une copie de soi-même. Sigma M, c'est simplement la ratio entre cette pic et le reste. C'est ce qu'on appelle la supériorité de la séquence M. Et si vous calculez ça, vous arrivez à... Si vous insérez dans QM, maintenant, vous faites un modèle de la réplication, du processus vous faites un modèle de la précision avec laquelle une séquence se duplique. Et le modèle plus simple est que vous avez un taux d'erreur, un taux de précision P, pour chaque position de la séquence. Alors, à chaque moment de la réplication, vous demandez si la séquence, si le nucléotide à cette position est le nucléotide correct est incorporé ou un autre. Alors ça, si vous insérez ça, et P est l'erreur par position, alors vous arrivez à une condition qui est peut-être plus facile à lire dans cette expression ici, qu'il y a une connexion entre la longueur maximale de la séquence que vous pouvez soutenir et de façon que M peut être propagé dans le futur et la précision de la réplication. C'est très, très intuitif, je crois. Ici, vous avez un exemple. C'est toujours sur ce paysage de single peak. Où ça, c'est la séquence M qui a le taux de réplication maximal. Et maintenant, vous montez le taux des erreurs. P, c'est l'erreur par position. Et je crois que la séquence, dans cet exemple, si je me souviens correctement, c'est ou une longueur de 20 ou une longueur de 50. Je crois que c'est une longueur de 50. Et il y a alors une région, on peut dire un seuil, qui devient plus sharp.
précis. Pointu, non, sharp dans le sens que plus sudden, plus tout d'un coup. Abrupt, exactement. Plus abrupt si la séquence est plus longue. Et ça, c'est la seuil des erreurs, ce que Manfred Eigen a appelé la seuil des erreurs. Eh bien, la seuil des erreurs avait un effet extrême. Alors, ça, c'est c'est une limite à la transmission qui vient du bruit dans les canaux de réplication. Mais si on veut connecter ça avec ce que nous avons appris la semaine dernière, ce qui est vraiment est important, ce n'est pas la conservation ou une garantie de propagation de la séquence M, mais une propagation du phénotype des M. Et c'est le phénotype, c'est-à-dire la structure, a une raison neutre. Alors, la seuil des erreurs devient une autre. C'est une seuil des erreurs phénotypique. Je vais tout de suite vous montrer quelque chose ici, dans ce regard. Alors, ça change un peu l'histoire. Nous avons deux seuils. Une seuil où on perd la séquence et une seuil où on perd le phénotype. Et si chaque séquence a un phénotype différent, il n'y a pas de différence. Mais s'il y a ces raisons, il y a une différence. Il faut dire que cette seuil des erreurs avait un impact très, très important dans le temps avec les expérimentateurs, en particulier avec les chercheurs dans le champ des virus, parce que les virus ont un taux, ici, ça c'est une distribution de... alors, la seuil d'erreur signifie que si vous avez une certaine précision de réplication, vous pouvez maintenir seulement une certaine longueur de votre génome. Et les virus et les viroïdes sont presque poussés vers cette seuil. Mais pour maintenir des génomes plus longs, il faut avoir une précision de réplication ou une précision de la transmission de l'information beaucoup plus haute. Et les mécanismes pour ça sont les mécanismes de la correction des erreurs actifs et de repères. Et nous aurons, dans quelques minutes, nous passerons à un mécanisme très, 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 très bien connu, comme on peut augmenter la précision d'un processus chimique de recognition. Eh bien, ce que je veux dire est que cette seuil des erreurs aussi n'est pas un concept absolu, parce qu'il dépend vraiment de comment vous définissez le paysage des taux. Si vous avez un paysage, par exemple, c'est un concept qui est plus défini mathématiquement si vous avez un paysage qui est single peak. Mais si vous avez un paysage dans lequel les taux déclinent linéairement, par exemple, ça a disparu. L'abruptité, la brièveté, abruptness. Ici, c'est très ici, c'est très abrupt. Ici, c'est pas abrupt du tout. Mais alors, ici, c'est un peu abrupt. C'est c'est un paysage où les taux descendent ou déclinent de manière hyperbolique. Et ici, ils déclinent d'une manière carrée. Alors, ça dépend vraiment un peu de la situation, de la structure du paysage. Mais on a beaucoup de paysages réels. Ils ont au moins localement une structure qui soutient cette seuil des erreurs. Mais en tout cas, ce qui vient de se passer, dans tous les cas,
il y a un moment où vous entrez un régime où les différences entre les séquences disparues. Et alors, vous avez perdu la possibilité d'évoluer parce que vous faites trop d'erreurs. Le canot a trop de bruit et vous avez perdu la possibilité d'optimisation. Bien. Ça, c'est seulement un petit... ça, c'est un exemple pour illustrer que c'est l'espèce, la quasi-espèce, qui est l'objectif de la sélection et pas une séquence. Ici, vous avez le cas, vous avez un single peak, mais vous avez deux pics, deux sommets, mais ils sont très séparés. Et ici, vous avez une espèce qui a un taux de 10. Ici, vous avez une espèce qui a un taux de 9, qui est moins de 10, mais les mutants à distance de 1 a un taux plus haut que les mutants à distance de 1 que cette séquence ici. Et alors, ce qui se passe quand vous montez le taux d'erreur, quand vous déclinez la précision, c'est qu'à un certain moment, si vous êtes très très précis dans la réplication, la quasi-espèce est concentrée dans cette sommet ici, autour de cette sommet ici. Mais quand vous incrémentez le taux d'erreur, vous avez une transition où maintenant c'est cette sommet ici qui vient d'être sélectionné. Et si vous augmentez le taux d'erreur de plus, alors vous perdez la sélection complètement à la seuil d'erreur. Bien. Ça, c'est peut-être un petit commentaire sur la connexion entre ce modèle de Manfred Eigen, de la transmission, de la réplication moléculaire, en ce qui regarde l'optimisation évolutionnaire, et un autre modèle qui s'appelle un modèle de sélection et mutation. C'est plus populaire dans la génétique des populations. Et ce sont le fait intéressant que ce sont exactement les mêmes équations, mais les deux approches ont une partition différente de la matrice W. Dans les cas moléculaires, dans les cas de virus, par exemple, les erreurs sont couplées au processus de réplication. Et c'est ça que la réplication, c'est le taux F, c'est la matrice diagonale F. Les erreurs, c'est la matrice Q. Mais typiquement, dans les modèles de sélection et mutation, dans les modèles de la génétique des populations, on a une séparation des deux processus. On a un processus de propagation et un processus de mutation qui n'est pas lié au processus de réplication, où vous accumulez des mutations quand vous ne reproduisez pas. Et après, vous reproduisez dans un processus qui est indépendant des mutations. Et dans ce cas-là, la fréquence des mutations devient une fonction du temps qui s'est passé. Et ça, c'est la fondation de ce qu'on appelle the molecular clock, que le taux de mutation est constante dans les animaux, dans les vertébrés. Mais ce n'est pas le cas dans les virus, parce que le virus se réplique très, très, très vite, et le processus de précision est lié. Les mutations se produisent dans le processus de multiplication. Alors ça, seulement pour faire un peu... pour fermer ce sujet ici, j'ai dit qu'il faut repenser un peu cette idée de la seuil des erreurs dans un contexte des réseaux neutres, parce qu'on a cette correction des erreurs, pas une correction des erreurs au niveau des séquences,
mais une correction des erreurs au niveau du phénotype. Et si c'est le phénotype qui est à la base de cette taux de réplication, de cette F, de cette fitness, si vous voulez, alors il faut considérer le phénotype. Et ça, pour abrévier toute l'histoire, on arrive à un autre seuil. Et ça, c'est un modèle absolument... toujours, on considère des modèles, on considère des modèles extrêmement simples, simplement pour clarifier les concepts. Et dans un modèle extrêmement simple, la seuil d'erreur devient une fonction de le taux de la fraction des mutations neutres, qui est lambda m. C'est-à-dire, si lambda m, si la fraction, si vous n'avez pas un réseau neutre, lambda m est 0, et vous arrivez exactement à la seuil d'erreur génotypique que nous avons discuté avant. Mais s'il n'est pas 0, alors vous avez une autre seuil qui est plus tolérant des erreurs. Mais c'est intéressant que si vous avez un taux de neutralité qui est l'inverse de la supériorité, alors il n'importe à quelle précision, vous ne perdrez jamais le phénotype. C'est quand vous avez un réseau neutre qui est percollant à travers tout l'espace de séquences, alors vous pouvez faire des erreurs, mais vous ne perdez pas. Vous pouvez avoir très haute, en fait, vous pouvez répliquer aléatoirement, au hasard, et vous ne perdez pas le phénotype. C'est un cas extrême, mais c'est une possibilité. Bien. Je veux conclure ce chapitre, parce que nous avons encore une demi-heure, qui c'est exactement ce que nous faut. Par vous orienter vers 2 livres que si vous êtes intéressé dans cette matière, ça c'est un livre classique, je crois, ou un livre classique, c'est trop nouveau pour être classique. C'est un livre qui contient beaucoup de revues de cette topic, ce thème. Et ça, c'est un livre qui est extraordinaire, je crois. C'est un livre que Manfred Eigen, qui est la force, qui était la force majeure de ces développements depuis les années 1970. Et Manfred a écrit pour beaucoup des années. Il a écrit ce livre From Simplicity to Complex Familiarity, From Strange Simplicity to Complex Familiarity. Et c'est un titre très, très étrange, je crois. Mais c'est un livre. Je vous considérez ce livre pas pour ce qu'il dit de la quasi-espèce. Il y a des chapitres sur la quasi-espèce. Mais c'est un de ces livres comme le livre de Roger Penrose, c'est un livre qui parle du tout de ce que cette personne est intéressée. Et si vous restez un peu dans la tête de Manfred Eigen, c'est toujours une place très valuable à se trouver. Et c'est un livre absolument extraordinaire qui vous porte de la physique quantique jusqu'à la quasi-espèce. D'une manière extrêmement avec beaucoup de clarté. C'est un livre vraiment accessible au public général avec une certaine familiarité avec les sciences, mais ce n'est pas pour un public nécessairement spécialisé. Alors, ça, c'est Manfred Eigen. Et pour moi, il a un particulier connexion avec Manfred. Pour mon
mon dissertation advisor. Mon directeur de thèse était un postdoc de Manfred, alors on a vu beaucoup de Manfred pendant ma thèse. Et alors, dans un certain sens, je connais Manfred très bien, et je suis un grand-fils de lui, intellectuellement, mais aussi parce que le livre qui m'a vraiment porté à la science, c'était le livre de Jacques Monod, que j'avais lu quand j'avais 17 ans. Et je me souviens exactement de la soirée dans laquelle j'ai décidé de faire ce que je fais. C'était vraiment abrupt. Je n'avais jamais un intérêt en mathématiques ou à la science, à la chimie ou à la physique, jusqu'à ce que j'avais lu ce livre-là. Parce que c'est ce livre-là qui m'a ouvert les yeux vers une idée de la chimie dans laquelle les molécules sont capables d'écrire et de lire. Et ça, c'était un changement complet de ma perception de ce qui est la chimie. Et je mentionne ça parce que Manfred Eigen a écrit ça c'est l'édition allemande, évidemment. Et c'est une histoire folle. C'est quoi? Crazy Story. Crazy Story. Et c'était Manfred Eigen qui a écrit le préface de ce livre. Eh bien, alors, pour les 20 minutes qui nous restent, allons à contempler. Avant d'entrer le prochain sujet, il est important de comprendre, de relativer un peu tout ça, parce que j'ai parlé comme une théorie de l'évolution. Évidemment, la théorie de l'évolution ou le problème de l'évolution est beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe que cette schème ici, parce que le problème de l'évolution, ce n'est pas seulement la complexité des organismes et des phénotypes, qui est évidemment pas touché par le pliage du ARN. Mais c'est que l'idée de l'évolution, ce n'est pas seulement l'idée banale, si on veut, aujourd'hui, d'une adaptation d'un individu à un environnement constant, comme par exemple dans toute cette équation ici. Mais c'est l'adaptation, le processus d'adaptation des individus ou des groupes change l'environnement. Il modifie l'environnement. Ce n'est plus un environnement constant. C'est ce que, dans la théorie un peu plus moderne de l'évolution, on appelle niche construction, la construction de niches. Et ça, c'est une frontière. C'est complètement ouvert, parce que vous avez un couplage entre le processus d'adaptation et l'environnement dans lequel cette adaptation se manifeste, mais qui change l'environnement. Alors ça, c'est seulement pour relativiser un peu que l'idée de l'évolution qui a été la vignette que nous avons discutée ici, c'est une vignette extrêmement utile pour certains processus moléculaires, en particulier pour les populations des virus, pour gagner de l'intuition, mais c'est loin de vrais problèmes de l'évolution dans lesquels l'environnement joue un rôle particulier. Eh bien, un rôle particulier. Bien, alors, brièvement, le problème de la précision de la transmission de l'information, ce n'est pas limité à la réplication des séquences ou à la reproduction des phénotypes, mais se pose aussi au niveau des interactions moléculaires quand vous avez un récepteur dans la membrane d'une cellule qui doit reconnaître ou discriminer entre des molécules, parce que s'il y a beaucoup de molécules, la discrimination est une fonction de l'énergie des assemblages, de liens non covalents entre le ligand et le récepteur. Et il est possible de faire des erreurs, de se lier, pour un récepteur, de se lier avec un molécule signal qui est le faux molécule. Alors, le système ferait des décisions fausses et mauvaises. Et il faut éviter ça. C'est aussi un problème
maintenant de reconnaissance, de discrimination. Et ce sera important pour étudier le traitement de l'information dans les cellules. La précision, parce que la chimie a une précision, on pourrait penser que la chimie a une précision limitée, parce que ce sont des interactions, parce que la précision dépend de l'énergétique des interactions, et c'est l'énergétique entre les interactions et d'une ordre de magnitude thermale. Alors la discrimination, les erreurs peuvent être très nombreuses. Très nombreux. Pour ceux qui n'ont pas un arrière-fond dans la cinétique, les informaticiens, s'il y a toujours des informaticiens, je ne sais pas s'ils ont survécu cette leçon, je veux vous donner simplement des concepts complètement élémentaires pour nous mettre sur la même page. Alors ça, c'est une réaction de lien entre un enzyme pratiquement et un substrat, mais il peut être un récepteur et un ligand. On dit ligand? Ligand. Ligand, ouais. Mais il peut être aussi une polymérase qui doit reconnaître le correct nucléotide d'insérer dans un processus de réplication. Alors, c'est une réaction générale que nous rencontrons beaucoup dans le futur, dans cette cours, une réaction de lien, des liaisons réversibles. Alors, il y a une vitesse de la réaction dans cette direction ici, qui est en général la vitesse d'une réaction et un produit de deux facteurs, un produit qui est constant, c'est le taux de réaction, et un produit et un facteur qui dépend du temps. Et ça, ce sont les concentrations qui dépendent du temps. Cette idée de factoriser la vitesse d'une réaction dans un terme constant, un terme qui dépend du temps, est pratiquement l'idée du mécanisme. Le mécanisme est représenté par le terme constant. Au-dessus de cette Au-dessus de ce terme constante, il y a un mécanisme. Et si le mécanisme n'est pas constant, les chimistes découvrent ça parce que le taux de réaction a une dépendance du temps. Alors la constance du mécanisme est représentée par la constance de ce taux. Et ça, c'est la vitesse de retour. Alors il y a un équilibre cinétique où la vélocité, la vitesse d'un côté égale la vitesse de l'autre direction. Et ça veut dire qu'il y a un particulier ratio entre les concentrations d'équilibre dans cette réaction. Cette ratio ici, qui c'est exactement la ratio des taux des réactions. Mais il y a une autre question, et c'est que dans l'équilibre thermodynamique, et on visitera un peu les bases de la thermodynamique dans une manière très générale dans des parties du cours, dans des leçons futures. Mais ça suffit maintenant de savoir que, associé avec, si nous ne sommes pas en équilibre, il y a une libération d'énergie, il y a une production d'énergie libre, delta G, qui va vers zéro quand nous approchons l'équilibre. Et quand ce delta G est zéro, alors il y a une relation entre les concentrations d'équilibre et les différences d'énergie représentées, les énergies qui sont intrinsèques aux ces espèces chimiques.
Alors, vous imaginez cette espèce chimique avoir une énergie intrinsèque, que c'est l'énergie de formation. C'est l'énergie qu'il faut pour le construire. Si vous pouvez les construire par assembler des atomes, que ce n'est pas possible, typiquement, il faut faire des détours avec des réactions chimiques, mais ça, la trajectoire avec laquelle vous construisez une molécule n'a aucune importance, n'a aucun effet sur le contenu énergétique, parce que l'énergie est une fonction d'état. Ne dépend pas comme vous arrivez à cette molécule. Alors, en théorie, vous pouvez assembler une molécule par sticking together, par collage des atomes, et vous avez une énergie intrinsèque. Et la différence entre l'énergie de cette molécule et la somme de l'énergie de ces deux molécules, c'est ce delta G ici. C'est cette énergie libre standard. On parlera un peu plus de ça en avant, après, dans le futur. Et alors, ça, c'est une autre. Cette énergie, cette différence d'énergie entre les produits et les réactants détermine la concentration, le ratio des concentrations en équilibre. Ça, c'est très important parce que cette quantité s'appelle la constante d'équilibre. La constante d'équilibre, beaucoup de fois, est présentée comme la ratio des taux cinétiques. Et alors, il semble que la constante d'équilibre est un concept cinétique, mais il n'est pas un concept cinétique, un concept thermodynamique. Ça, c'est la relation plus fondamentale. Mais c'est intéressant parce que vous avez ici une connexion entre la cinétique et la thermodynamique. Et cette connexion est exactement la constante d'équilibre. Ça veut dire aussi que vous n'avez pas parce que l'énergie est conservée, c'est-à-dire vous ne pouvez pas construire des paysages énergétiques sur la chimie qui contient des escaliers à la Escher, où vous allez en rond mais vous montez. Et parce que ça, c'est une violation du concept de la conservation énergétique. Une parenthèse ici, avec la théorie de l'information, ça peut être utile pour les informaticiens de tenir compte du fait que même si la formalisation de l'entropie et de l'information à la Shannon ont la même forme, c'est la somme P log P. Ils ont la même forme mathématique. Beaucoup de fois, on pense que l'information, c'est la même chose que l'entropie. Il faut être un peu cautious, prudent avec ça. C'est vrai d'un point de vue statistique, mais l'entropie, vous pouvez la multiplier avec la température et vous avez une énergie. Il n'y a pas de température dans la statistique. Et vous pouvez, il ne fait pas du sens de multiplier l'information de Shannon avec une température, mais il a du sens de multiplier l'entropie avec la température parce que c'est une énergie et l'énergie est une quantité conservée dans la physique. Et c'est ça qui introduit un peu, on peut penser peut-être de l'information comme si vous transportez l'information dans la physique, il faut tenir compte du fait que maintenant, si vous considérez l'information comme une entropie, vous avez des contraintes qui viennent de la conservation de l'énergie. C'est toujours la même histoire que l'information, c'est pas dans la physique, c'est pas quelque chose. C'est pas un objet. L'information peut être traitée seulement
de façon qu'elle est représentée par des matériaux, il a une existence matérielle, et la transformation de cette représentation et le traitement de l'information. Ces transformations physiques sont limitées par des contraintes de conservation. Ça, c'est un petit détour. Alors, vitement, il y a une connexion entre l'énergétique, entre la thermodynamique et la cinétique, parce que les valeurs des taux de réaction ne peuvent pas être choisies au hasard. Dans ces cas, si vous avez un monde où vous assignez une énergie à chaque espèce moléculaire, vous pouvez choisir une constante, un taux de réaction, mais l'autre alors est déterminé par la satisfaction de cette relation ici. Vous ne pouvez pas choisir au hasard le 2. Vous pouvez choisir un, mais l'autre après est déterminé si vous avez une. Oh oui, vous pouvez choisir, mais dans ce cas, vous pouvez choisir au hasard, mais dans ce cas, vous n'avez pas un équilibre. Et dans cette question, ça peut être OK, et en particulier si vous considérez des systèmes qui sont au dehors de l'équilibre. Mais nous arriverons à ça plus tard. Je crois que je reviens à ça la prochaine fois. Je veux seulement terminer dans les 5 minutes qui nous restent, qui sont suffisantes pour faire pour vous donner l'idée de ce qui s'appelle kinetic proofreading. Et kinetic proofreading, c'est un mécanisme qui a été découvert indépendamment par Jacques Nignot, qui est en France, qui est à l'ENS, et John Hopfield dans les années moyennes des années 70, je crois. Et c'est un mécanisme très, très, très simple à la fin. C'est le mécanisme dans lequel... Alors, si nous avons un enzyme, ou un récepteur, si vous voulez, qui peut se lier avec un substrat ou un ligand qui est le vrai ligand, qui c'est le ligand juste, le ligand correct, et après, il cause un effet qui est l'effet juste. Mais le même récepteur peut se lier aussi avec un ligand mauvais, faux, et dans ce cas, il peut produire des conséquences mauvaises. Et en équilibre, si vous faites la calculation, en équilibre, si vous pouvez faire une calculation ici, très simple, pour calculer le taux d'erreur qu'un système de ce type fait. Alors, maintenez la concentration de F, la concentration de T constante, égale entre les deux, et considérez, ça ce sont les taux de réaction, et j'ai modifié le taux de réaction ici par B, et B c'est exactement, pour convention, c'est exactement la différence entre l'énergie de liage, de liaison, entre E et T et E et F. C'est typiquement cette delta G, ces positions. Par exemple, l'énergie de cette espèce ici est plus haute que l'énergie de cette espèce ici. Alors c'est moins stable. Et l'idée est que cette stabilité, la moindre stabilité, se traduit dans une dissociation plus facile de F et E que de T et E. Alors le fait qu'il n'y a pas une complète... oui, alors c'est-à-dire F, qui est le mauvais substrat, se dissocier plus facilement de E que T. Et le facteur est exactement dépend de cette différence d'énergie. Et cette différence d'énergie est très faible, typiquement. Et c'est ça qui produit beaucoup des erreurs. Alors un système
qui fait seulement ça, dont la capacité de discrimination est dictée par cette simple différence d'énergie, ne peut faire mieux que ça. Ça, c'est le taux d'erreur qu'on fait, c'est la ratio entre les conséquences, ici, qui, de part de le W devrait être une F. Wrong and false. Okay, alors, ça, c'est un F, le W et un F. C'est le ratio, le taux d'erreur, c'est le ratio d'aller dans cette direction, le taux d'aller dans cette direction divisé par le taux d'aller dans la direction juste, c'est ça. Et si vous faites la calculation, c'est très simple, mais mathématique est très utile pour ça, vous arrivez à cette expression ici. Cette expression vous dit toujours immédiatement une chose, très simple. Et peut-être je vais finir cette pensée et on étudiera le kinetic proofreading mechanism la prochaine fois. Mais si on a seulement cette mécanisme ici, alors si vous avez une taux d'action V très haut, vous faites beaucoup d'erreurs. Parce que si ça c'est très haut, si V est très haut, alors ça pratiquement est négligible et le taux d'erreur devient 1. Il devient 1 parce que le moment que vous faites une liaison, le moment que E se lie avec un de ces ligands, vous immédiatement faites c'est comme un préjugement. C'est une leçon pour la vie ici. Il n'y a pas de délibération entre E, on s'est lié immédiatement et ça produit, si V est très haut, ça produit beaucoup d'erreurs. D'autre façon, si V est très lent, si vous êtes un procrastinateur comme moi, alors vous laissez de temps et vous laissez beaucoup de temps de façon qu'on peut équilibrer ici. Et l'équilibre, il y a une différence entre les concentrations de F, de liage de EF et ET, en équilibre qui est exactement réfléchit la différence entre leur énergie. Et alors vous faites, si V est très lent, et très bas, valeur bas, alors le taux d'erreur devient exactement B. C'est défini par la différence d'énergie entre le F et le T, la liaison de F et T. Et ça, c'est la base sur laquelle on construit, Jacques Nignot et Jean Hopfield ont construit un mécanisme, ont découvert un mécanisme pour améliorer ces taux de précision. Parce que si ça, c'est toute la précision qu'on peut achever, alors B, typiquement, est trop bas. Il ne peut pas expliquer la précision avec laquelle on réplique l'ADN ou on traduit les protéines ou généralement le traitement de l'information cellulaire. Et on peut faire mieux de ça. Et on fait mieux pour ça, mais il faut investir de l'énergie. Et il faut être au dehors de l'équilibre. Et c'est une idée très simple, mais nous parlerons de cette idée la prochaine fois. Et la prochaine fois aussi, peut-être, on commencera à se bouger vers Kappa et vers la modélisation des systèmes du traitement de l'information cellulaire. Si vous avez des questions, venez à me trouver après la leçon ou m'envoyer un email. Je suis très content de vous expliquer plus. Merci.